Ah, on est reparti pour un nouvel épisode de Contes de Monde d'hiver. Je crois que c'est l'épisode 5, il me semble. Et ce coup-ci, c'est une nouvelle fois Hazard qui revient nous présenter ce coup-là la série Firefly. Salut Hazard. Salut. Ouais, série Firefly, et on va parler un peu aussi de son application JDR derrière parce qu'il y a énormément de choses à faire et ça peut être super intéressant. Bah vas-y, je vais débuter mon petite présentation. Donc. On va déjà faire un petit intro rapide, l'histoire de vous présenter ceux qui connaissent absolument pas, qui n'ont jamais entendu parler. Je vais au moins vous présenter de quoi ça retourne. On parlera ensuite un peu de l'univers, du jeu, enfin de la série. La fois j'ai présenté un jeu, je suis perdu. Alors de l'univers de la série, on parlera ensuite des acteurs, pourquoi le show il est devenu après cultissime, pourquoi il s'est arrêté aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent et c'est assez sympa tout ce que j'ai pu trouver comme anecdote là-dessus. Donc voilà, donc sans plus tarder, Firefly, donc c'est une série créée par Joss Whedon, diffusée en 2002 pour la Fox. Donc on est vraiment sur les séries début année 2000, hein. On se met dans les créneaux Stargate, Battlestar Galactica, etc. On était vraiment sur cette époque, mais le style est un petit peu différent parce que on n'est pas dans un space opéra classique, un space op. On est dans un space western, c'est-à-dire qu'on va mêler le genre western dans un futur assez lointain au final, avec vaisseaux spatiaux, etc., etc. Donc je vais vous présenter ça un petit peu après. Juste pour dire une chose, la série, elle est vraiment partie sous l'impulsion de Joss Whedon. Joss Whedon, tu dois connaître, j'imagine, Envino. Ouais, vite fait. Enfin, c'est pas. Je suis pas trop. Enfin. Genre, détail là m'échappe complètement. Personnellement, je m'attarde plus sur Ouais, les livres. Donc, tu vois. ok. Bah, il a écrit aussi pas mal de choses. Joss Whedon, il a commencé comme scénariste, puis réal. Et en gros, c'est un peu c'est une espèce de geek ultime aujourd'hui. Il a touché à des centaines et des centaines de projets de près ou de loin. En faisant des recherches, j'ai même vu qu'il avait tapé dans les scénarios d'Alien, tu vois, histoire de les lisser un peu, etc., de refaire, et notamment le 3. Il avait bossé sur Alien 3. Donc vraiment, j'ai découvert des trucs. Et aujourd'hui, Joss Whedon, il bosse beaucoup pour Marvel. C'est un peu lui, ce qu'on connaît là des films Marvel, cette espèce d'humour un peu grinçant, omniprésent, qui casse un peu le rythme. Il y a pas mal de choses qu'en fait lui il a mis en place, et donc ouais, il bosse beaucoup pour Marvel aujourd'hui. Mais à l'époque, Joss Whedon, quand on a start le truc, donc en 2002, c'était le scénariste et réalisateur de Buffy contre les vampires. Ça te parle, Buffy contre les vampires, ou Oui. pas Oui. Ouais. Oui, ça me Quelle parle. image t'en as de ce show, toi? Putain, ça remonte. Ouais, c'est très vieux. Moi, ça me parle un peu plus. J'étais genre au collège, lycée, un truc comme ça. Toi, t'as dû voir ça quand t'étais tout gamin. Je suis même pas sûr que tu l'aies suivi, quoi. Non. Mais en gros, Ça c'était une petite. me. Voilà, ça m'a pas laissé un bon souvenir à quel point je l'ai viré de la Bien sûr, mémoire. évidemment, parce que c'était l'histoire d'une étudiante qui se battait donc contre des vampires, etc. On était dans le schéma inverse plutôt que ce soit le monstre qui poursuivait la jeune fille. Voilà, c'était la jeune fille qui courait derrière les monstres et qui allait leur mettre des coups de pied dans le cœur. Bon. Ça marche aussi, Le, hein. le show était ridicule dans un sens, mais il a eu énormément de succès. Et finalement, tu te rends compte à ce moment-là que Joss Whedon a réussi à vendre ce projet à la Fox. Parce que la Fox avait qu'un seul créneau pour la science-fiction sur sa chaîne. Fox, chaîne de droite américaine très sérieuse. Un seul créneau pour la science-fiction, et le créneau d'avant, c'était X-Files. Donc, bon, le mec est quand même passé derrière ça. Donc, il a vendu un projet et la Fox a réussi à l'écouter, donc il avait quand même pas mal de choses à promettre. Donc lui, il a enchaîné après Buffy. Il a fait le sequel Angel, c'est aussi pareil avec David Boreanaz. Enfin bref, ça m'intéressait pas tellement à l'époque. Et puis il s'est donc lancé sur sa petite série qui s'appelle donc Firefly, qui a été arrêtée à partir de la première saison. Donc il y a eu 14 épisodes diffusés, mais qui a eu un tel succès auprès des fans que la Fox a réussi à vendre les droits à Universal. Et il y a un film quand est sorti, donc quelques années plus tard, je crois que le film doit être 2005, un truc comme ça. Et le film, pareil, a pas forcément fait beaucoup de bruit, mais bon, déjà il s'était remboursé en termes de sortie, donc c'est déjà une bonne chose. Sur un film de science-fiction, le film a quand même coûté 40 millions.
Et derrière, surtout, il a eu un énorme succès sur Internet, en téléchargement et en vente de DVD. Bon, donc voilà. Donc ce soir, je vous parlerai et de la série et du film qui suit, parce que le thème de ton émission, Envino, c'est qu'on parle des univers. Voilà. Et pour parler de l'univers, vas-y, si tu veux bien m'afficher la petite carte du monde. Mais je te comment ça se goupille. 2 secondes, je vérifie juste un peu. Hop, voilà. Et elle est 10 fois trop grande. Ah oui, je t'ai mis une belle carte, normalement. Ah, elle est JDR, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Voilà. Normalement, on voit bien, là. Bon, après, on n'a pas besoin de voir tous les détails. Alors, qu'on fasse le... Je vais présenter rapidement l'univers. C'est un univers assez classique, au final. Hein. On est en 2500. Entre 2500 et 2550, hein, les différents événements. La Terre, telle qu'on l'a connue, elle est petit à petit tellement polluée, tellement surpeuplée qu'elle est devenue quasiment invivable. Et une coalition de gouvernements, donc faite par les Américains et les Chinois, tout simplement, ont décidé d'envoyer des vaisseaux, ce qu'ils appellent des vaisseaux intergénérationnels, c'est-à-dire des vaisseaux spatiaux où les gens vont vivre de génération en génération dedans, à destination d'un système solaire que vous avez sous les yeux, qui est très complexe, ce système solaire, parce que on est sur un système solaire avec 5 planètes. Donc vous avez une géante bleue au centre, autour de laquelle va graviter deux autres soleils plus petits. Et en périphérie, vous avez encore deux autres soleils. Ah d'accord, il y a 5 étoiles. Il y a 5 étoiles, pas 5 planètes. Il y a 5 étoiles. Ah pardon, j'ai dit planète. Non, bien sûr, 5 étoiles. 5 ouais, étoiles. Il y a 5 étoiles, d'accord. Ah, c'est ok. Je ne sais pas si c'est possible. Physiquement parlant, c'est possible, mais... Si, il y a énormément de soins a été donné justement au côté science-fiction, on va dire, au côté réaliste. Donc des systèmes... C'est pas ça, la Stargate, j'espère. Mais si tu mets le machin comme ça et tout, ça va créer une réaction fusion nucléaire, je sais pas quoi. À la Stargate. Non. En fait, il s'attarde pas trop sur le côté scientifique. En fait, le show s'intéresse pas trop au côté scientifique, mais il en est très respectueux. Ouais. Tu vois, il est réaliste en sens. Par exemple, un truc tout bête, les vaisseaux dans l'espace, c'est pas la Star Wars ou machin où en fait on a copié les avions dans l'espace, le déplacement d'un avion. On a une physique logique des vaisseaux dans l'espace. T'es propulsé, t'arrêtes tes réacteurs, tu continues d'être propulsé. Il faut faire de la propulsion inverse pour aller dans l'autre sens. Voilà, c'est ceux qui jouent à des jeux spatiaux style Star Citizen, etc. Ils savent de quoi je parle. Il y a ça, autre chose, par exemple dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son dans l'espace. Là, dans le show, justement, à chaque fois que ça se passe dans l'espace, ils meublent un peu avec des bruits de radio, des machins, des trucs, mais il n'y a aucun son dans toutes les scènes qui se passent en dehors du vaisseau. Donc, voilà, est-ce que c'est pas aussi dans Battlestar Galactica qu'il n'y a pas de son dans l'espace? J'ai oublié. Mais je vais faire un petit parallèle avec ça. Enfin, j'en parlerai un petit peu plus tard, de savoir pourquoi justement il y a des liens entre Firefly puis Battlestar derrière. Mais ouais, donc il n'y a pas de son dans l'espace, donc voilà. Et des univers avec soleil multiples, il y en a en fait, il y en a énormément. D'ailleurs, je sais pas si tu t'intéresses un peu à l'espace, mais l'étoile la plus proche de nous, la Proxima du Centaure, c'est un système multiple avec 3 étoiles. Hein. En fait, ça existe assez souvent, quoi. Mais et d'autant plus que là, ils l'ont fait assez réaliste parce qu'ils ont mis vraiment une géante bleue donc au centre, et les autres, après, tu vois, c'est des naines rouges, naines bleues, naines jaunes. Ouais, il y a 2 naines jaunes, et il y a quelques proto-étoiles. En gros, sur Terre, on a déterminé à un moment donné que waouh, ce système solaire, il est absolument incroyable. On va avoir une 50aine de planètes, on va avoir 150 lunes. Il y a plein de choses à faire sur le système solaire, donc on va envoyer des vaisseaux. C'est pas Star Wars, il n'y a pas la vitesse lumière, il n'y a pas des choses comme ça. On va mettre 100 ans, 200 ans peut-être avant d'atteindre ce système solaire. Mais à un moment donné, l'humanité va refaire sa vie là-bas et va la refaire avec succès. Avec la technologie, ils ont transformé les planètes, ils les ont terraformées. Donc toutes ne sont pas potentiellement terraformables, mais à force de technologie et un peu de moyens, ils vont réussir à faire au moins. Franchement, dans le show, il y a une dizaine de planètes qui sont citées. Là, dans la liste que tu vois, toutes celles qui sont affichées, elles sont terraformées.
Donc ça fait un énorme système solaire en fait. Avec on a 50 milliards pardon, de personnes qui vivent dessus. Il y a eu le temps de se développer, il y a eu pas mal de choses. Cet univers, donc, il est parti des planètes du centre, donc ce qu'on va appeler the core, le cœur du système solaire. Les premières étaient terraformées, les premières à se développer, à créer de l'industrie, des structures, etc. Donc les planètes les plus riches. Et ensuite, on va terraformer ce qui est un peu plus loin, autour des deux naines qui tournent, qui gravitent autour du Soleil central, puis encore plus loin sur les autres systèmes. Et ce qui devait arriver arriva. Hein. Tu t'imagines bien quand tu as des planètes très riches au centre, etc. Et derrière, des planètes où tu as une ambiance très western, du coup, sur les planètes des bordures extérieures. C'est, je dis bordure extérieure à la Star Wars, mais non, de la bordure, ils appellent juste ça la bordure. T'as une ambiance western, c'est à moitié du désert, des petits arbustes par-ci par-là, c'est des colons. C'est vraiment l'ambiance pionnier. C'est pour ça qu'on parle de Space Cowboy. On est dans l'ambiance pionnier des années, du 19e, voire 18e siècle, quoi. Donc c'est un énorme décalage entre l'extrême modernité du centre et les autres planètes à l'écart, plus à l'écart. Et donc ce qui devait arriver arriva. Une guerre éclate entre le centre et les planètes de la bordure. Comme c'est surprenant. Et c'est là justement on a toute la dimension un peu psychologique de la série. Parce que, est-ce que tu vois vers quoi on se tourne? Série américaine, un centre très urbanisé qui concentre beaucoup de richesses, mais derrière quelque chose de plus excentré avec des gens beaucoup plus ruraux, mais qui ont aussi beaucoup de richesses minières, du primaire. On est complètement dans la guerre de sécession américaine. Oui. Le show a été fait comme ça, Joss Whedon l'a dit. Joss Whedon, il voulait s'intéresser à ce qui se passait en fait. Il voulait suivre des gens qui avaient. C'était un projet qu'il avait en roman, de suivre des gens qui avaient donc survécu à la guerre de sécession du côté des sudistes, du camp des perdants, et voir ce qu'ils étaient devenus, etc. Il voulait faire des témoignages là-dessus. Et ça, c'était un travail qu'il avait déjà fait de côté et qu'il a voulu transposer dans un univers futuriste. Donc voilà. Donc déjà, le pitch de l'univers est quand même assez ambitieux. On a des gens qui vivent dans l'espace, sur des vaisseaux spatiaux, dans des stations, sur des planètes ultra terraformées, et de l'autre, des gens qui vivent dans des petites villes dans le désert. Tu vois le buisson qui est porté au vent. Enfin voilà. Dans le générique, si un jour vous voulez jeter un œil au générique sur YouTube, la dernière image justement du générique, je crois que je te l'ai envoyé en dernier ou pas, non? Laquelle? Enfin, bref. Je sais pas si j'ai retrouvé un peu après, mais je sais plus si je te l'avais envoyé derrière. C'est le vaisseau avec les chevaux. Ouais, voilà. Si je te l'ai envoyé. En fait, c'était la plus légère, donc elle arrivait en premier. Là, il y a une photo du générique, en fait. Je sais pas si tu peux l'afficher, mais en gros, pour vous donner vraiment l'image de ce décalage qui a été recherché dans la série, c'est que sur la dernière, les dernières images du générique, vous voyez le vaisseau, donc on va suivre le vaisseau qui s'appelle le Firefly. Je reviens un peu plus dans le détail sur le synopsis de la série. Là, j'étais juste sur l'univers. Le vaisseau gravite au-dessus des chevaux, les fait fuir, et donc vous voyez une course de chevaux effrénée avec le vaisseau qui passe en survol juste au-dessus à ras des chevaux. Et donc c'est vraiment ce genre de décalage que pendant toute la série, on essaie de créer tout ça. Bon, assez parlé de l'univers, hein, du coup, il y a plein de choses à dire sur la politique, le machin, etc. C'est juste une petite chose. Ce qu'on appelle donc l'autorité centrale qui vient du corps, on appelle ça l'Alliance. Donc bon, Alliance, l'Union, voilà, tu fais vite le rapprochement. Et les autres sont donc pas les sécessionnistes, mais les indépendantistes. Ouais. Le pitch maintenant de la série, j'ai présenté l'univers, le pitch de la série, c'est quoi? Vous allez suivre en fait un équipage d'un vaisseau. L'équipage d'un vaisseau, tiens, si tu peux mettre le vaisseau, tu vois, les deux trucs, quoi. Vous suivez l'équipage de ce vaisseau. Le capitaine et sa première adjointe sont d'anciens combattants de la guerre d'indépendance. Du côté bien sûr des indépendantistes, donc du camp des perdants.
Et le thème central qui va tourner autour de la série, bah, on a un vaisseau, on fait des petits coups à droite à gauche, parfois c'est légal, parfois ça l'est un peu moins, et le but c'est que peu importe comment on va centraliser la population, peu importe ce que va faire l'Alliance en termes de loi, le Parlement, etc., peu importe, nous on restera dans les airs et on va voler, et c'est un peu le motto des choses, c'est keep flying, quoi. On reste dans les airs. Tu l'avais mis, tu vois, sur le fond là, il y a une petite parole sur le fond que tu avais mis en début d'émission. Burn the land and boil the sea, là, brûler les terres, faites bouillir les océans, peu importe, vous m'enlèverez pas le ciel. Ça, c'est toujours comme ça, ce désir de liberté, cette envie, etc. Et ça colle à la peau des personnages. Surtout avec vu l'immensité de l'espace. C'est ça. Tiens, j'ai pas vu ton message, Julie, mais ouais, en plus c'est assez marrant là, ce côté américain-chinois, l'alliance, parce que il y a un premier drapeau en fait qu'ils ont depuis la conquête spatiale, où tu vois en fait c'est une espèce de mélange entre le drapeau américain et chinois. Ça fait tellement hérétique aujourd'hui, mais ils l'ont sorti comme ça. Il y a plein de choses intéressantes dans l'univers. Il y a beaucoup d'asiatiques qui sont présentés, plus que ce qu'on a l'habitude de voir dans une série américaine. Ça toujours pour un aspect assez réaliste de la chose. Et le mandarin est en fait la deuxième langue. Les gens parlent américain parlent l'anglais et le mandarin. Et ce qui est assez fun, c'est que tu sais, on était au début des années 2000. Comme t'as vu Battlestar, hein, Vino, il me semble. Oui. Ouais. Tu te rappelles ce qu'ils font pour jurer dans Battlestar? Putain, ça remonte. Attends. Au lieu de dire fuck, ils disent frac. Oh putain, oui. Oh putain. Ouais. Parce les souvenirs qui remontent. Oh, c'était dur à l'époque de pouvoir parler comme ça. Et là, c'est la même chose. Ils ont fait un système assez similaire. Et en fait, tous les jurons qu'il y a dans la série, ils les font en mandarin. Les gars jurent en mandarin. Dès qu'ils sont énervés, ils parlent en mandarin, etc. Et c'est assez marrant, ce mélange de langues. Il y a des expressions qui sont ressorties. Ils reprennent des expressions qui font très, très justement Far West à des moments. Et en même temps, ils mettent du mandarin dessus. Enfin, vraiment, ils ont créé un univers qui est super riche. Donc, de toute façon, ils étaient partis pour durer longtemps. Mais hélas, on en reparlera plus tard. Mais le show s'est arrêté après sa première saison, je rappelle. Donc, on a un équipage sur un vaisseau. Donc, le vaisseau, il s'appelle... la classe du vaisseau, c'est une classe Firefly. Firefly, en anglais, ça veut dire Luciole. Si vous voyez bien, en fait, il a une espèce d'arrière très arrondi, justement, comme une luciole. Et quand moi j'ai l'impression de voir un dinosaure, tu vois, enfin c'est ou un reptile, un lézard, tu vois, quand j'ai vu la photo de loin. Ouais, après c'est vrai que la photo, je t'ai vu que des photos de face en fait. Mais en fait, le vaisseau a un gros cul. Et quand il fait son accélération, il fonctionne avec l'énergie nucléaire. Hein. Dès qu'il fait son accélération, en fait, il y a une espèce de réacteur central qui tourne autour justement de la partie arrondie du vaisseau. Et toute la partie arrière du vaisseau en fait devient jaune, tu vois. Donc ça donne ce côté un peu luciole. Alors ce vaisseau, qu'on soit d'accord, en fait, il est pas moderne, il est pas joli, il est fait pour être dégueulasse. Hein, il est pensé comme ça. C'est un vieux vaisseau cargo prisé par les contrebandiers, hein, clairement. Mais dans toute la série, ce vaisseau, c'est la maison du groupe, quoi, en fait. Il va y avoir 9 protagonistes, toute une panoplie d'acteurs, etc., qui vont se croiser avec des ambitions un peu différentes, des choses comme ça. D'accord, je voulais voir la version en vol sur l'image de fond. D'accord. Ouais. Et du coup, ce vaisseau, il a une importance énorme parce que déjà il a été recréé complètement en fait depuis l'intérieur. C'est pas des images de, quand on le met dans l'espace extérieur, bien sûr, c'est une image de synthèse, mais tous les moments où on filme depuis l'intérieur du vaisseau, on est on est vraiment à l'intérieur. C'est pas un décor avec 3 murs d'un côté et puis l'autre un mur vide sur lequel on met les caméras, c'est le studio. Non, c'est pas ça. Il a été pensé pour que l'éclairage soit correct pour pouvoir filmer, et on filme caméra à la main en plein vaisseau. Ça, c'est ultra immersif, c'est assez sympa pour ça, quoi. Je vais peut-être parler rapidement. J'ai dit qu'on suivait une petite équipe d'acteurs. Si tu veux commencer à envoyer le cast, on va en parler rapidement. De qui sont les gens qui avaient fait ci. On va le faire. Hop. Profitez pendant qu'on met les photos pour poser vos petites questions. Alors l'image 4, tu m'as dit. Hop là. Déjà, merde. Ça c'est là.
C'est bon. Au moins l'image de case principale. Alors, je n'ai pas vu la série, justement. Moi, je suis un parfait exemple test. On va voir si j'ai envie de regarder la série une fois que tu as fini la présentation. Bah nice. Donc la série, elle est portée, son casting est porté par Nathan Fillon. Tu le connais, le petit Nathan Fillon? C'est celui de Castle, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc lui, donc en rôle principal. Donc, Merde, j'ai oublié la photo. Mais de toute façon, il on le reconnaît bien au centre. Ah bah de toute façon, Fillon, enfin je veux dire la tête qu'il a, enfin avec son gros pif et ses espèces de pommettes super larges, son nez cassé, enfin je veux dire ouais, on le reconnaît bien. Donc ouais, Nathan Fillon, il a fait pas mal de choses, beaucoup de séries un petit peu geek, etc., un peu à part. Il aime bien se représenter comme un créatif, comme un artiste. Donc ouais, c'était son premier grand rôle, Nathan Fillon, enfin son premier rôle principal, sans quoi il avait fait plein de choses. C'était les acteurs de la Fox, après la plupart du casting avait déjà tourné dans des X-Files notamment, mais il a fait ça. Fillon, pour ceux qui sont un peu fans de jeux vidéo, vous le voyez aussi dans Halo. Il a son propre personnage, donc il commence dans Halo DST, après ça devient Spartan, et il a son personnage dans Halo 5, il devient un Spartan dans Halo 5. Là, son actualité, je sais qu'il va tourner dans le futur Suicide Squad, donc ils enlèvent les nanas qui servent à rien, ils mettent un film qui va peut-être être un vrai film d'essai pour une fois, donc on va voir ce que ça donne. Et sans quoi, on va essayer de faire des pronostics dessus. Ouais, j'avoue, j'ai pas envie de m'emballer pour ce film, j'arrête. Tout ce qui est d'essai, j'arrête de m'emballer, quoi. Sinon, la tête qu'il a, c'est mon Véli, je pense qu'on lui a déjà fait. Il parle le français couramment en plus, donc voilà. Sans quoi, derrière, on a qui? On a la belle Gina Torres qui lui sert d'adjoint. Gina Torres, vous l'avez vu dans Matrix Reloaded, donc le film des frères Wachowski. Vous l'avez vu aussi probablement, ceux qui suivaient un peu la série, dans Suits, où elle joue un avocat, enfin, elle était chef d'avocat. Elle joue donc l'adjoint de Nathan Fillon, qui est le capitaine. Donc là, ça fait partie des deux qui se sont battus pendant la guerre. Donc ils ont toujours en fait, ils ont souvent le pantalon sudiste en fait. D'ailleurs, il fait vachement penser à ça là, l'espèce de le pantalon assez moulant avec la petite bande le long du truc. Tu connais un peu la guerre de sécession, Envino? Oui, je vois de quoi tu parles là. Mais ouais, tu vois, même dans les tuniques bleues ou les trucs comme ça, c'est le pantalon caractéristique. Et après, ils avaient toujours l'espèce de. Au-dessus, ils avaient un manteau marron dessus, et ils les surnommaient en fait les brown coats, quoi. Bon, ils les appelaient pas directement les gris dans le show, ils les appellent pas les gris, ils les appellent les bruns, mais bon, ça revient au même. Après Gina Torres, on a Joel State. Attends, je regarde juste ton live. Parce que j'ai coupé le truc, histoire de pas m'entendre en double. Je sais pas si t'as mis les filles aussi. Ouais, ça marche. Ouais, nickel. Parfait. C'est exactement ce qu'il faut. Joel State, donc là, vous la voyez en haut à gauche. Donc, Joel State, ceux qui ont vu Stargate, vous la reconnaissez tout de suite. C'est le médecin dans Stargate Atlantis. Donc, elle est passée d'un rôle à l'autre directement. Et donc, elle a fait principalement, elle, des trucs un peu de science-fiction, etc. Alors, à savoir, Joel State, petite chose. À la base, elle, c'est la mécano du vaisseau. Et à la base, en fait, il voulait cast une asiatique. Parce qu'il n'y avait pas d'asiatique dans son crew, dans son équipe. Il voulait absolument que ce soit une asiatique. Et il est tombé fan de cette nana. Il a voulu la prendre au final, même s'il n'était pas asiate. Il l'a forcé, là, quand je dis il, c'est Joss Whedon. Il l'a forcé à manger cheeseburger sur cheeseburger. Donc, si vous l'avez vu dans Stargate Atlantis, là, elle a quelques kilos de plus et elle a le visage un peu rond. Et en fait, s'il a fait ça, Whedon, c'est encore une fois parce qu'il est fou furieux, il a toujours des idées de malade dans sa tête. C'est qu'en fait, Joel State, elle a des tout petits yeux. Elle a vraiment des tout petits yeux tout ronds. Et avec le visage un peu plus bouffi, etc. Mais en fait, elle passe un peu comme une métisse, tu sais, moitié américaine, moitié chinoise. Tu vois. Donc il l'a fait passer en fait par. Elle a pas un nom asiatique quoi que ce soit, mais elle a des traits en fait où on peut se dire bah tiens, genre elle avait un grand-parent asiatique, quelque chose comme ça. C'était l'idée. Et d'ailleurs ils font attention à jamais lui maquiller les yeux en fait. Ils lui laissent vraiment les yeux très très ronds comme ça. Enfin, c'est marrant. Donc elle se trimballe dans le vaisseau de choix en salopette avec de la graisse de moteur plein le visage, etc. Enfin bon, elle est comme ça, les routes, c'est marrant. Derrière, vous avez Morena Baccarin. Alors, elle, c'est pareil. Si t'es fan de Stargate, t'as dû la croiser. Mais c'est pas le médecin dans Stargate SG1? C'est qui se Attends, fait... Joel State, c'est le médecin. Celle que t'as tout à gauche, en fait. Ah, tout à gauche, pardon. Tout à gauche, ouais. Et après, Morena Baccarin, celle qui est au centre. Je parle sur la photo où il y a les 4 femmes.
Morena Baccarin, elle a joué un peu dans Stargate SG1, elle jouait Inori en fait. Elle Ah avait un oui, rôle si, pardon, récurrent, oui. mais pas super important. V, je sais pas si t'as vu le reboot de la série V, c'est pareil, elle tient un rôle important là pour le Non, coup. je l'ai pas. Il me semble pas que je l'ai vu. Et aussi, je sais pas, après j'ai sorti un peu des. J'ai regardé un peu, elle a plein de choses à son actif. Elle a tourné dans Gotham aussi, la série Gotham, elle a tourné dedans, c'est pareil, elle a un rôle assez bien. Morena Baccarin, donc elle joue Inara dedans, qui est une. Bon, c'est assez marrant dans l'ambiance. Elle est compagnonne, c'est-à-dire qu'elle fait partie d'une guilde de prostituées. Mais D'accord. d'élite, ce sont des escortes d'élite, c'est-à-dire que c'est elles qui choisissent à proprement parler leurs clients. Donc elles ont plein de propositions. Elles disent ben ce soir ce sera avec lui. Puis voilà. Elles sont ultra éduquées, ultra cultivées. Elles savent jouer de 15 000 instruments de musique. Elles sont ultra graciles. Elles ont plein de qualités. Elles sont vraiment voilà, c'est un entraînement de toute une vie. Genre elles sont déposées une espèce de, c'est limite, tu sais, il y a limite un ordre religieux en fait. Elles sont déposées toutes petites et elles apprennent à être des compagnonnes quoi, c'est-à-dire des prostituées. Alors bon. Dans le vaisseau, elle a pas grand chose à faire en fait. Elle loue en fait une des navettes du vaisseau et elle profite en fait du taxi tout simplement, et de planète en planète, elle se trouve ses clients. C'est comme ça qu'elle gagne sa croûte. Et pareil, elle a toute une histoire autour de son personnage de pourquoi elle est partie vivre sur un petit vaisseau aux confins de la galaxie plutôt que être sur des planètes centrales à faire plus d'argent. Enfin, elle a toute une backstory, tu t'en doutes. Derrière, J'imagine bien. on a Summer Glow, celle qui est assise à gauche. Summer Glow, pareil, bon, elle était toute jeune pendant le truc. Summer Glow, vous avez peut-être vu sur notre série de Joss Whedon qui s'appelle Dollhouse, où elle a un rôle important. Elle joue aussi un Terminator dans les Chroniques de Sarah Connor, donc une série qui s'était faite sur Terminator. Moi j'ai suivi, elle était pas mal cette série, mais pareil, arrêtée prématurément, donc je sais pas si les gens connaissent bien. C'était la période, dis donc, pour les séries arrêtées prématurément. Bah, c'est toujours le cas. Hein. Et à côté, t'as Stargate, 10 saisons. Et le reste, parce qu'il y a entre Atlantis, machin, univers. Ouais, mais Atlantis et Univers sont encore. Moi, j'aime Atlantis, je suis un énorme fan, mais. Très gros fan d'Atlantis. Summer Glow, elle a aussi un épisode qui lui est consacré dans la série geek là, The Big Bang Theory, où justement les gars la croisent dans un train et essaient de la draguer de manière très lourde pendant toute la durée de l'épisode. Summer Glow, elle joue, je sais pas trop spoil dessus, mais en fait, bon, c'est une adolescente à qui la surdouée, extrêmement surdouée, donc très intelligente, très intuitive, etc. Et qui aurait manifestement été dans un programme gouvernemental et dont elle s'est enfuie. Voilà. Bon, j'en dis pas plus parce que c'est une énorme, on va dire, partie de la saison 1 justement et de la saison 2, ce qui lui est arrivé, quelle capacité elle a, etc. Et c'est un gros élément du scénario. Je finis un peu avec les hommes, on va pas passer 3 heures sur le casting. On a le pilote donc, qui est joué par Alan Tudyk. Donc lui c'est le pilote un peu il est c'est à droite, debout à droite là, le petit blondinet. Alors lui il est toujours décalé, c'est le mec qui a un peu la tête dans les étoiles, qui est un peu paumé, il sort des répliques assez drôles. Et lui par contre c'est pas un acteur que vous voyez physiquement très souvent. Par contre, vous le connaissez absolument, Tudyk, parce que il fait beaucoup de capture de mouvement. C'est un acteur de capture de mouvement et de voix. Et par exemple, il joue actuellement, il fait beaucoup de choses pour Disney, et c'est notamment lui qui a fait, tu sais, le Rogue One. Ouais. Tu te rappelles le Rogue One? C'est lui qui a fait K2SO. C'est lui. Oh, je me disais que son nom disait quelque chose. Ouais. Donc c'est ça. En fait, c'est un mec qu'on voit pas forcément beaucoup à l'écran, mais du coup, c'est un rôle où Bon, ça va, K2SO, c'est l'un des seuls rôles cool des derniers Star Wars. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et il a fait plein d'autres choses parce qu'en fait, il a donné sa voix ou il a fait l'animation. En gros, tous les grands Disney dernièrement, il a fait quoi. Il participe à un moment donné, soit en conseiller, en consultant ou des trucs comme ça. Derrière, bon, on a d'autres acteurs. On a Ron Glass et Sean Maher. Ron Glass, c'est un prêtre itinérant, donc il se retrouve dans le vaisseau par hasard, mais qui va avoir tout son rôle à jouer. Sean Maher, c'est le frère donc de Summer Glow dans l'histoire, qui est médecin lui, et donc c'est lui qui a retrouvé sa sœur. Bon, je parle pas trop de lui parce que c'est pareil, la saison 1 tourne beaucoup autour de cet arc narratif. Et enfin on a Adam Baldwin, donc rien à voir avec les autres Baldwin, hein, je rassure. Adam Baldwin, c'est celui que vous avez le deuxième homme en partant de la gauche, debout,
avec la petite veste noire. Sa tête te dit quelque chose ou pas, Envino, ce gars-là? Oui, complètement, mais j'ai une mauvaise mémoire des visages. C'est normal. On l'a tous vu dans un truc. C'est pas un rôle énorme qu'il a, mais on l'a tous vu dans un truc. Il joue dans Full Metal Jacket. C'est le militaire qui est complètement fou dans Full Metal Jacket. Ça te parle ou pas? Putain, ça fait Le longtemps film de guerre du Vietnam. Oui, non, mais si, je vois très bien le film, je l'ai vu, mais ça fait longtemps. Attends. C'est le militaire qui cherche la merde en permanence. Oui, non, mais oui, je me revois la tête. Flatteuse, etc. Je me revois la tête du régiment, là. Oui, ok, d'accord. Si. Et donc lui, il est là-dedans. Ouais. Il est dans la deuxième partie. Hein, je parle de Full Metal Jacket quand ils arrivent au Vietnam. Il est pas en entraînement avec eux. Et donc lui, il reprend un peu ce côté-là de fou furieux, arme à feu, gros bras, etc. Qui comprend rien souvent. Enfin, il est hilarant là-dessus. La série. Voilà, Joss Whedon, c'est un peu comme les Marvel récents, il y a mis sa patte, quoi. On est sur ce côté très 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 sérieux des fois, mais des côtés complètement what the fuck, avec un humour mais grinçant, enfin il y a plein de choses. Et lui, il joue un peu vu que c'est un peu le débile de la bande, il s'en prend plein la gueule. Voilà, donc ça c'était juste au niveau du casting, vous présenter un peu, voilà, s'il y a des acteurs que vous avez vus à droite à gauche, ça peut vous donner envie de regarder le truc. Nathan Fillon, il a énormément de présence scénique, donc il y a des gens qui aiment pas du tout Nathan Fillon, je sais. Moi perso je suis assez neutre, je m'en fous, mais je sais que dans le show il est bien. T'avais vu Castle toi un peu ou pas? Ouais, oui, quand j'étais... C'était marrant les premières saisons, je crois que c'est pas mal. C'est devenu un peu naze. On va dire ce genre de série m'emmerde assez vite, tu vois. Donc, ouais, j'ai dû voir les 2-3 premières saisons, puis j'ai arrêté. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il fait plein de références, enfin, j'en parlerai plus tard, mais il fait plein de références à Firefly, justement, dans Castle. Je voulais parler rapidement après, je m'étais mis comme un petit pied de mémoire, je voulais parler des qualités du show. Pourquoi le show est devenu absolument cultissime. Pourquoi c'est vrai, quoi, une saison, un film derrière, des mecs qui encore aujourd'hui en parlent, un hasard qui vient ce soir pour en parler aussi, qui a envie de faire partager sa passion. Pourquoi? Ça tient à pas mal de choses. Donc je le disais, l'implication de Joss Whedon et Nathan Fillon dans le show est vraiment prégnante. On le sent. Ils voulaient absolument faire quelque chose de formidable et ils ont réussi. Ils ont vraiment créé quelque chose de bien. Nathan Fillon, j'ai regardé un Behind the Scenes qui est assez cool, et dessus tu vois tous les trucs qu'il fait, genre. Donc je disais, tout est filmé à l'intérieur du vaisseau. Enfin, il y a une grande partie qui est filmée à l'intérieur du vaisseau, caméra à l'épaule, donc ça crée vraiment ce sentiment d'immersion. Et mais des fois, les scènes sont assez longues, etc. Donc il faut pas la reprendre 15 fois. Il y a des moments où Nathan Fillon, il est là. À un moment donné, il prend la mécano dans les bras, il lui fait un câlin, et tu fais c'est un peu bizarre. Et tu vois tous les acteurs commencent à sourire. Tu dis ah merde, c'est hors champ, c'était quoi le truc? En fait non, c'est juste qu'elle allait passer devant le travelling de la caméra, et donc il la bouge, etc. Et c'est plein de petits détails comme ça en fait, où les mecs en fait ils ont créé vraiment, ils ont constitué une espèce de famille d'acteurs. Il y avait une très petite équipe sur le tournage, et tu sens vraiment, ça apporte quelque chose au show. Il y a une salle c'est pas en gros une espèce de cantine quoi dans le vaisseau, là où ils vont prendre leur repas. Et donc vu que le vaisseau était reconstitué, cette cantine, cet endroit où les gars ils mangent, cette espèce de grande table, c'est aussi là où ils faisaient tous les briefings justement pour les épisodes. Donc Joss Whedon, il a essayé de faire en sorte que tout le monde dans le show, toute l'équipe technique, tous les acteurs, se sentent à l'aise dans ce vaisseau, se sentent à l'aise là-dedans, et ça ressort vraiment. On a l'impression d'être avec eux. Cette caméra sur l'épaule, aucune coupe, où on voit vraiment le vaisseau à 360, sous toutes ses coutures. Le vaisseau est un peu rouillé, un peu dégueulasse, etc. Ça donne vraiment ce sentiment d'immersion. On a l'impression d'être avec ce gang de contrebandiers du début à la fin, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été salué. Hein. Ouais. Juste une anecdote pour te dire à quel point Joss Whedon, il est fou. Il a su en avant-première, hein, avant toute l'équipe, que le show allait être annulé par la Fox. Ouais. Il a gardé l'info pour lui, cet enfoiré, il a gardé l'info pour lui. Et en fait, ils allaient tourner une scène. Il y a un ami en fait de l'équipage qui décède, tu vois, donc il y avait une scène d'enterrement à tourner. Ouais. Donc ils étaient là, ils étaient tous prêts à faire l'enterrement, etc.
Et cet enfoiré, il a laissé tourner la caméra et il a annoncé pendant la scène de l'enterrement à toute l'équipe que le show allait se terminer. Donc en fait, cette scène-là, les mecs, ils sont pas en train de jouer. La tête qu'ils ont, c'est vraiment, on leur dit, bah en fait, t'adorais ce que tu faisais, bah ça va s'arrêter, donc voilà. Et Joss Whedon, il a joué avec eux, il a vraiment fait ce truc-là, et les gars ont une réelle tête d'enterrement pendant le truc. C'est comme. Ça me rappelle une anecdote du tournage de la bataille du gouffre de Helm. Ouais. Qu'on voit dans Behind the Scenes. Dans un Behind the Scenes, effectivement. Il y a. C'est les humains, il y avait, tu sais, dans la bataille du gouffre de Helm, t'as les elfes, les orques et les humains. Et en Ouais. fait, autant les elfes et les orques ils étaient convaincants, autant les hommes du Rouen ils étaient pas du tout convaincants. Et je crois que t'as les elfes qui ont commencé à les insulter pour les énerver. Je crois que ça a marché justement. Ils étaient en train de les insulter de ouf pour qu'ils s'énervent et qu'ils aient l'air menaçants. Et je crois qu'il s'est pas passé loin d'une bagarre en plus tellement ils ont réussi leur coup. Parfait, parfait. Mais ce coup-là c'est pas Peter Jackson qui a demandé. C'est carrément les elfes qu'on fait. Vas-y, on fout la merde. Des elfes quoi, normal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On est en 2002. À l'époque, c'est vrai que toi, c'est pas trop ta génération, mais putain, moi j'ai vu Putain, j'avais 7 ans quoi. Ouais, mais j'ai vu le avant et le après des séries quoi. À l'époque, les séries, c'était, il y avait, par exemple, prenons X-Files. J'adore cette série. J'étais très fan de cette série. Mais aujourd'hui, je serais incapable d'en regarder un. On suivait le duo du début à la fin. Genre, la scène, ils arrivent là, puis après ils font ça, puis après ils font ça, puis ils font ça. C'était long. Enfin, aujourd'hui, on n'a plus l'habitude. Là, Firefly, c'est une des premières séries, on va dire moderne, où il y a 9 personnages. Donc là, on va être sur le duo machin qui va se dire si, on va passer sur une autre action, il y a des énigmes croisées, il y a plein de choses. On a plein d'intrigues différentes, on va faire des plans du vaisseau, donc voilà, là c'est joli, oh là là, le coucher de soleil machin, puis on repasse à l'intérieur. Enfin, là, Joss Whedon, il a vraiment donné un dynamisme qui n'existait absolument pas avant. Donc ça, c'est quelque chose qui a été salué et remarqué. Et pour le coup, ça nous a changé. On a Whedon aussi, qui est un dialoguiste hors pair. Il a été capable. Je te dis, c'est pas qu'il recrée carrément un langage, mais bon, il recrée en tout cas plein de phrases qu'on n'utilise plus, etc. Un peu ambiance cowboy. Il a remis ça un peu au goût du jour dans son show. Il a mis plein de petites choses comme ça. Donc il a quand même fait un truc intéressant à ce niveau-là au point de vue linguistique. Mais il a aussi des dialogues qui sont mordants, qui sont vraiment savoureux. Il y a un humour qui est omniprésent, j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, quand les gars s'envoient des vannes à des moments, enfin bon, il y a d'anciens militaires, il y a des mecs un peu hargneux et tout dedans, ça en vient aux mains assez régulièrement, enfin voilà, mais au milieu de ça, il y a plein de vannes et les dialogues sont vraiment excellents, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je m'étais dit aussi, point de vue technique, bon, on va pas trop rentrer dans le détail technique, je suis pas non plus un spécialiste, mais il a aussi créé plusieurs ambiances, plusieurs atmosphères sur les couleurs, sur les techniques de caméra, avec des plans plus figés quand on est sur des planètes centrales pour représenter un peu l'immobilisme de l'Alliance. Quand on est dans le vaisseau, on est caméra sur l'épaule, on est sur l'immersion, enfin il y a pas mal de choses. Tu me parlais de Battlestar tout à l'heure, donc là j'en viens à mon propos. Pour Firefly, il y a un studio qui s'est monté qui s'appelle le Zoic Studio. Ouais. Et studio d'effets spéciaux, il s'est créé pour Firefly. Donc c'est sous l'impulsion de Joss Whedon, c'est lui qui a mis des billets dedans au début, quoi. Et Zoic Studio, justement, après Firefly, a été recruté pour Battlestar. Donc les effets de Battlestar et les effets de Firefly sont le même studio d'effets visuels. Et derrière, Zoic Studio a fait pas mal de chemin. Faut un jour regarde la page Wikipédia, tu verrais le nombre de trucs qu'ils ont fait, c'est hallucinant. Et notamment, dernièrement, les effets qu'ils ont fait, ça a été sur Game of Thrones. Zoic Studio, c'est les effets visuels de Game of Thrones. Ça va le feu grégeois, les dragons, les machins, les trucs comme ça, c'est le même studio, tu vois. Donc partie de Firefly à la base, et les mecs ont fait énormément de chemin et ils ont été salués. Après ils sont passés à une autre gamme de budget aussi, on va dire, c'est pas le même. Ils sont passés j'ai regardé tout à l'heure pour faire le truc, ils sont passés de 15 employés en 2002 à 250 aujourd'hui, tu vois. Oui, il y a des budgets qui frôlent le budget d'un film pour un épisode de Game of Thrones d'une heure, quoi. C'est ça. Genre la bataille des bâtards, je crois que c'était plus d'un budget d'un film. Je crois que c'était plus de 10 000. C'était énorme. Ouais, parce que Game of Thrones, on dit ce qu'on veut de la fin de Game of Thrones, mais bon, il y a quand même de sacrées images dedans. Au niveau réalisation, ils se sont. Bon, au niveau scénario, on va pas en parler, mais au niveau réalisation, c'est vrai qu'ils ont mis le paquet.
c'est clair. Je disais aussi, pour les qualités du show, on a des thèmes musicaux, quelque chose qui se faisait pas forcément avant, mais chaque personnage a son thème. Bah pareil, hein, Game of Thrones, c'est la même chose. Hein, les familles ont leurs thèmes musicaux. Bah là, c'est un peu pareil. Il y a certains méchants qui ont leur thème, certaines scènes qui ont leur thème, certains personnages qui ont leur thème musicaux. L'ambiance, elle est assez bien. Le générique, truc guitare sèche, voix rock... assez cool, très ambiance western aussi, hein, t'as l'impression qu'on est en train de chanter au bord du feu quasiment. Ouais. Et donc voilà, donc taf, voilà. En termes de qualité, on est si on devait retenir vraiment qu'un truc, c'est ça, c'est ce côté, on est à l'intérieur d'un vaisseau, ce vaisseau il est vivant, je sais pas si t'as affiché, attends, Si. T'as mis une coupe du vaisseau, etc. Les deux. Enfin voilà, c'est super intéressant. Y a le moteur, on parle du moteur, on parle du pilotage. C'est un vaisseau en plus de contrebandier, donc il y a plein de petits recoins cachés, etc., sur lesquels ils planquent des trucs. Enfin, c'est. Voilà. On est avec cet équipage du début à la fin, on est là-dessus, c'est intimiste et ça donne envie. Voilà, c'est pour ça que quand les fans ont vu la série s'arrêter, ils se sont dit ah ouais, d'accord, on leur enlève quelque chose vraiment d'important pour eux. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, 2-3 petites anecdotes. Donc ouais, je parlais des caméos. Tiens, si tu veux mettre la petite image justement de Castle. Donc ils ont tous refait les trucs. Des fois, ils sont même retrouvés entre eux, les acteurs. Enfin, ils ont tous été très marqués. Ils ont fait pas mal de conventions et tu vois que les acteurs se sont éclatés sur Firefly. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont produit directement le film, hein, qui ont mis de leur argent perso dans le film justement, tu vois, qui est sorti après. Donc voilà, toujours plein de vannes sur ce qu'ils ont pu faire avant, etc. Il y a pas mal de trucs. Nathan Fillon, tu le vois habillé en capitaine, tu le vois même dans un Gardien de la Galaxie. Tu le vois dans la prison, tu le vois en fait se balader, Nathan Fillon, avec son costume. Il y a une petite image qui tourne sur net. Enfin, il y a plein de petits caméos comme ça. T'en as entendu parler aussi dans plein de choses. Dans Stargate SG1, je sais pas si tu te rappelles, il y a un épisode, tu sais, qui est un peu fifou, un épisode où en gros il y a un mec qui vient tourner une série dans le Stargate Command, tu vois. Et en fait, la série enfin le truc pour le gouvernement là, celui où non, c'est pas pour un gouvernement, c'est pour non, c'est vraiment une série télé qui veut faire. En fait, je crois que c'est genre l'épisode 200, tu vois, c'était pour faire un truc un peu décalé. Et en fait, l'épisode, il est plein de références à plein de choses, à Star Trek, et machin, etc. Et il y en a pas mal aussi qui tournent autour de Firefly justement. Enfin voilà, cet épisode, il en parle un petit peu. Pareil dans Battlestar. Ces petits filous là du studio dont je parlais là, du Zoic Studios, ils ont inclus le ship là, le Firefly, ils l'ont inclus dans plein de plans. Donc voilà, les gars se sont fait plaisir. Et je m'étais mis aussi comme petite anecdote, c'est pareil, en faisant des recherches, je suis tombé là-dessus, que la NASA en fait avait utilisé tout le monde aime qui est d'où je te disais guitare sèche, etc. Donc la NASA utilise ce générique pour réveiller ses acteurs sur des missions, ou de leur mettre un réveil. Donc la NASA utilise ce générique pour réveiller les acteurs en douceur, tu vois. D'accord. Donc c'est te dire que en gros des professionnels de la NASA ou des mecs, des pilotes, oui je dis acteurs, les pilotes les pilotes des navettes, etc. Les gars les réveillent à base de Firefly, normal quoi, il y a pas de souci, tout se passe bien dans ce monde. Ok, bon. J'ai pas envie de trop m'étendre sur le show, le machin, le truc. On va parler JDR aussi. Je vais juste parler d'une chose. C'est du coup la question que tout le monde peut se poser, c'est pourquoi la série s'est arrêtée. Si j'en dis autant de bien et je suis pas le seul, donc pourquoi elle s'est arrêtée. Ça a été principalement à cause de c'est la Fox qui a décidé de toute manière. Il s'est passé pas mal de choses. Déjà l'ambiance un peu politique de la série ne plaisait pas du tout à la Fox. Les Américains quoi. Ouais, en fait il y avait trop de références non masquées, hein, la guerre de sécession, donc ça plaisait pas du tout à la Fox. Et aussi un truc que je trouve assez stupide, mais donc le personnage principal, donc le capitaine et toute son équipe, ce sont des anti-héros, hein, voilà, c'est bon, ce sont des contrebandiers. S'ils peuvent la faire à l'envers, ils la feront à l'envers. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et
et ça, la Fox, ça plaisait pas. La Fox, il voulait le héros dans son armure scintillante. Voilà, il voulait pas d'anti-héros et ils ont trouvé la série trop sombre. Alors qu'on est dans la période où on a genre même Stargate, où on a le colonel O'Neill qui fout la merde dans quasiment toutes les missions, qui est prêt à faire n'importe quoi pour réussir. Ouais, mais dans Stargate, il n'y a pas de politique, par contre. Il n'y a pas de politique dans Stargate. C'est ça le truc, tu vois. Il n'y a pas cette ambiance. Et eux, en fait, parce qu'en gros, là, c'est... le show, c'est... on va vous expliquer comment être dehors la loi, comment vivre votre vie au quotidien sans être afféodé à n'importe quel état. En fait, c'est ça le truc. Donc la Fox, qui est une chaîne assez rigide de droite, etc., ça leur plaisait pas des masses. Donc... Ils ont saboté d'eux-mêmes le projet, mais vraiment ils ont saboté d'eux-mêmes en diffusant les épisodes dans un sens complètement farfelu. Mais vraiment complètement farfelu. Ils ont fait n'importe quoi. Le pilote du show, donc qui était en deux épisodes quasiment, donc ça fait quasiment un film, hein, c'est des épisodes de 40 minutes. Il passe genre en 10e position comme un flashback. Alors bon, imagine une série qui débute et tu vois pas le pilote, tu le verras 10 épisodes après en flashback, c'est horrible. Surtout que les 10 dernières minutes de cet épisode, c'est quasiment justement tous les destins chassés croisés des uns et des autres là, au sein du vaisseau qui vont qui vont s'annoncer, tu vois, où voilà, tiens, un tel et un tel ils seront antagonistes, ouais, lui est-ce qu'il va trahir, est-ce que lui il va faire vraiment comme il l'avait décidé, est-ce qu'il va respecter sa promesse, il y a plein de choses comme ça, mais ça en fait tu l'as en termes de flashback, c'est complètement débile, et tu commences par un épisode qu'un épisode pas forcément très bien, quoi, que plus là pour meubler qu'autre chose, quasiment. Il y a eu plusieurs, comme d'hab, il y a toujours plusieurs scénaristes, plusieurs auteurs sur ces séries à chaque fois. Donc il y a des épisodes qui sont mieux que d'autres. Donc tu commences là-dessus. Je comprends franchement que les mecs aient été assez déçus. Mais pourtant, la série a fait de l'audience. Et autre chose aussi, ça c'est complètement débile. Joss Whedon, il travaillait encore sur le séquel de Buffy qui était donc Angel. Ouais. Et hilarant, vraiment l'anecdote est hilarante. Il y a plein de fans de Angel qui avaient peur que Whedon il délaisse la série et que la série elle se termine, etc. Et qui ont envoyé massivement des courriers à la Fox en disant ouais mais Firefly bof, nous on préférait avoir Angel aux heures de grande audience, etc. Enfin voilà, les gars ont envoyé des courriers comme ça et la Fox a fini par couper le budget et dire bon on arrête. Mais c'est vraiment... C'était avant le début de parution dans ce cas, c'était... La décision elle a été prise pendant le tournage. Ouais, pendant le tournage. Ouais. Genre, ils ont tourné les 10 premiers épisodes et les 4 derniers, en fait, ils savaient déjà que la série allait être annulée. Et ce qui est dégueulasse, c'est que là, on est en 2002 et la chaîne Sci-Fi, qui marche énormément aux États-Unis, est sortie en 2005. Donc le projet aurait été reculé de 2-3 ans. La chaîne Sci-Fi aurait pu reconduire Firefly et on aurait eu une série fleuve comme Stargate ou Battlestar, tu vois. Parce que pourquoi je te dis ça sur Sci-Fi, c'est que les diffusions sur Sci-Fi de la série, donc ils avaient racheté les droits, elles ont explosé les audiences. Et en fait, c'est quand Sci-Fi a commencé à faire en 2005 la diffusion de la série, que tous les fans de la première, tous ceux qui n'étaient pas justement fans de la première heure, s'y sont intéressés et que le phénomène est devenu d'une importance, de l'importance qu'on lui connaît aujourd'hui, quoi. Donc voilà, ouais. Et vas-y, si tu veux mettre la petite affiche. Foutu fan. Ouais, non, mais des fois c'est des décisions vraiment débiles. Franchement, c'est très regrettable et c'est dommage. Tiens, mets là la petite affiche du film. Ouais, t'inquiète pas. On va finir par parler sur le film. Du coup, donc la série, t'imagines 9 protagonistes. Ça en fait des arcs narratifs, ça en fait du scénario qui est tombé à l'eau, du machin, du truc. Donc, Whedon, il avait tellement de choses à dire, tellement de choses à écrire. Il allait taper sur tous les studios en disant qui c'est qui veut continuer la série. Les gens lui ont dit ouais, mais la série, voilà, il y a des droits à racheter, c'est compliqué, tout ça. Et du coup, ils ont pu négocier. Donc, Joss Whedon et son équipe ont pu négocier avec Universal pour un film. Et le film, même s'il n'a pas un succès extraordinaire en termes de box-office, parce que c'est tout juste remboursé, et puis après il a fait son argent surtout sur les sorties DVD, pardon.
Bah, il a eu une critique absolument dithyrambique. Enfin, dithyrambique. Non, il a eu une critique phénoménale. Il a été très bien noté. Et en termes de films de science-fiction, bah, il y a pas mal de critiques pure science-fiction qui l'ont considéré comme un des meilleurs films de l'époque. On est en 2005, des films de science-fiction, il n'y en a pas des masses. Non. Donc ça a vraiment été quelque chose de marquant. Surtout Voilà, que vraiment. la science-fiction, c'était pas en début des années 2000. On vient de sortir du Seigneur des Anneaux. La science-fiction Ouais. n'est pas du tout à l'ordre du jour. Là. On vient de se taper la claque qui a été le Seigneur des Anneaux, qui a remis la fantasy en avant. Hmm. Non, la science-fiction, ça reviendra qu'après, il me semble. Ça reviendra début des années 2010, non? Bah ouais, il y a vraiment eu un trou sur cette période-là. Il y a des films qui ont essayé, tu vois, mais pas. Bah, c'est les années 80-90, le déchaînement de la production en science-fiction. Bien sûr, c'est ça. 80-90, ouais, voire début 90, parce que sur la fin, tu sais, déjà à l'époque, on disait, c'était genre Alien 4, tu vois, déjà qui a été assez mal perçu, c'était 97, tu vois. Et Alien 4, d'ailleurs, c'est un scénario de Joss Whedon. Tu vois, par exemple, je pense pas qu'une série comme Stargate, elle remarcherait aujourd'hui, tu vois, ça serait pas possible. Ouais, clairement. Ouais, Alors que pourtant, putain, je me tape toujours des barres quand je me la remate. Ouais. Le film, du coup, je parlais du film. C'est alors là, on explose le budget, on fait une espèce d'ellipse pour libérer tous les personnages. En fait, c'est si on était sur des Pokémon, ce serait la forme finale des personnages, quoi. Tous leurs arcs narratifs sont traités. Il y a plus de tabou, il y a plus de ci, il y a plus de ça. Le film, il est ultra dense. 2 heures de film, il est ultra dense, il se place plein de choses. Effets spéciaux de malade. Il a été salué là-dessus. Tiens, juste un détail, Firefly a eu un Emmy Awards pour ses effets visuels. Il faut quand même le noter. Impressionnant. Les Emmy Awards, c'est la meilleure, c'est quand même la meilleure académie d'Awards. Voilà, quoi. Serenity, donc le film Serenity, en fait, c'est le nom du vaisseau. Le vaisseau s'appelle Class Firefly et ils l'ont appelé le Serenity. Donc même chose, les effets visuels ils sont vraiment hallucinants, c'est super joli. Il y a des scènes de l'actrice là, comment elle s'appelle, Summer Glau. À la base, elle est actrice, mais elle était danseuse tout au début. Et donc c'est une fille super gracile qui connaît plein de danses différentes, etc. Et ils lui ont en fait inventé quasiment une espèce de forme de combat, enfin une espèce de chorégraphie. La chorégraphie est magnifique. Le film, vraiment, il peut se voir, le film, sans avoir vu la série. Après, la plupart des gens qui matent le film me disent derrière, ouais, j'ai maté le film, mais bon, je me suis retéléchargé les épisodes pour voir ce que ça donnait la série quand même, tu vois, la plupart des gens passent au truc, mais le film, il est absolument à voir. Il y a des scènes de bataille spatiale qui sont vraiment cool. On explore le film, le fond du film est quand même assez noir. J'ai pas parlé, bon, il y a plein de choses dans l'univers, mais en gros, il y a des mecs qui sont partis, qui sont tellement isolés en fait dans l'univers, qui sont devenus complètement fous. On les appelle les Reavers, et une espèce de barbares de l'espace. Ce qu'ils font, ils font du cannibalisme, ils te découpent en joie. Non, mais ils te découpent et ils font des manteaux avec ta peau, tu vois, c'est ça. Ouais, des mecs sympathiques, quoi. Attends, je te fais juste un dialogue du film. À un moment donné, il y a un gars, il fait, mais les Reavers, ça existe vraiment, etc. Et on lui répond, on fait, ouais, les Reavers, ouais, ça existe. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous violer jusqu'à la mort, ils vont manger notre chair, et après, ils vont se faire des manteaux avec notre peau. Et si on a vraiment de la chance, ils vont le faire dans cet ordre-là. Tu vois, les dialogues sont excellents dans le truc. Ils sont vraiment excellents. J'aime bien. Effectivement, l'humour est drôle. Ah ouais, non, mais il y a beaucoup d'humour là-dessus, quoi. Donc voilà. Et donc, ouais, le film, bah, il a cartonné au niveau des fans. Il a pas forcément, quand tu es sorti, il a pas forcément non plus. Enfin, il a été genre 2e du box-office, donc c'est honorable, mais pas non plus une révélation. De toute façon, si c'était une révélation, tout le monde connaîtrait le film, on est d'accord. Mais vraiment un bon film à voir. Il dure 2 heures. Il est un bon film de SF comme on en attend. Il répond pas à toutes les énigmes, enfin toutes les intrigues, on va dire, de la série. Du coup, il y a
Je crois que c'est le fils de Joss Whedon qui a scénarisé des comics, tu vois, pour répondre à d'autres intrigues, etc. Et en fait, il y a un des personnages qui a dû être un peu squeezé. On le voit dans le film, on n'a pas son intrigue principale, on n'a pas son arc narratif. Donc c'est répondu à tout ça en comics. Et du coup, bah, ça conclut la série. On a un début, on a une fin, donc final, voilà quoi. Aujourd'hui, quelqu'un qui se dit, bah, pourquoi j'irai regarder Firefly aujourd'hui? Pourquoi j'ai regardé Firefly et derrière le film Serenity? C'est pas compliqué, quoi. Si vous êtes fan aujourd'hui de cette ambiance de l'époque, des Stargate, des Battlestar, je sais pas, moi, avec les potes, on prend l'apéro, on discute de ça, ah, tu te rappelles, telle actrice, j'ai vu dans tel film, ah ouais, c'était machin, c'était ci. On se dit, je rentre chez moi, j'ai envie de me lancer le disque dur et ben dire, ah tiens, je vais me refaire Battlestar, je vais me refaire Stargate. Puis tu regardes, tu vois, putain, il y a 10 saisons, 20 épisodes par saison. Tu fais, ouais, bon, bah, j'éteins le disque dur et je passe à autre chose. Pour Firefly, c'est pas ça, quoi. Firefly, c'est 14 épisodes et un film. Tu te regardes 2 épisodes par jour, voilà, ou un par jour. En 2 semaines, c'est réglé. Tu as vu la série de A à Z. Et c'est pas une série qui a arrêté brutalement parce que le film, c'est la conclusion. Donc il y a vraiment un début, une fin. Évidemment, tout le monde regrette que ça n'a pas été fait, mais en même temps, quand tu vois le nombre de séries qui perdent en qualité au fil des années, bah tu dis, bah c'est un petit bijou, Firefly, ça a valu le coup à un moment donné, c'était super quand c'est sorti, ça reste aujourd'hui impeccable parce que les effets sont bien, etc. Il y a pas mal de choses qui sont cool. Les dialogues, les machins, voilà, c'est un bon dialogue, et ben, tu vois, peu importe l'époque, ça restera toujours. Hein, t'as qu'à regarder aujourd'hui des mecs qui ont 20 piges et qui me font des répliques de Audiard quand je parle avec eux, quoi. Les gars, ils citent des films des années 50. Bah, c'est bien, c'est très bien. Ouais, c'est très bien, mais pour te dire qu'un dialogue, ça peut pas vieillir. Donc là, la série, elle tourne pas. Tu sais, c'est pas de la science-fiction pure où il y a des vaisseaux dans tous les sens, des machins. Non, c'est des mecs qui vivent dans un vaisseau, qui font du petit banditisme, on va dire. Il leur arrive 15 000 péripéties. Il y a une histoire un peu plus profonde à travers tout ça, mais ça, faut la découvrir en regardant la série. Et puis voilà, c'est ça, et c'est cool. Et moi, franchement, tous les 2-3 ans, je me la remate. Tous les 2-3 ans, je me la remate et j'adore faire ça, quoi. Donc bon, j'espère, avec mon petit topo, que je vous ai convaincu, que vous avez envie de vous regarder ça tranquillement chez vous. Mon conseil, regardez-la absolument en VO, parce que vu qu'elle n'a pas été directement traduite en français au départ, elle l'a été que sur les versions, je sais plus quelle chaîne, enfin c'est une petite chaîne qui a pris les droits en France, donc la voix française n'est pas terrible, donc préférez les voix anglaises qui seront au moins beaucoup plus précises, au moins sur les blagues, etc. Quoi. Sur les versions DVD que j'ai, je trouve que les traductions sont très bonnes, hein, les sous-titres sont très bons, donc il n'y a pas de souci. Donc préférez regarder en VO si vous voulez. Si jamais vous dites, ouais, j'ai envie de me regarder une série, un truc comme ça, au moins regardez-moi ce film qui est vraiment bien. Franchement, profitez de ce film. Le casting est d'enfer. En gros, c'est une espèce de Marvel avant les Marvel. Hein. Cherchez pas autrement. Hein. Si un film comme Les Gardiens de la Galaxie, ça vous a plu, ben vous regardez Serenity. Voilà, c'est la même chose. Merci Hazard, déjà. Moi, je pense que j'aime la mater. Hein. On va pas se mentir. S'il y a 14 épisodes en plus, je mettrai ça pendant que je suis en train de bosser pendant que je serai en train de faire les JDR. Je me mets toujours une série en fond, donc... Surtout, vérifiez bien l'ordre, que ce soit pas l'ordre Fox, mais l'ordre tel que prévu par Joss Whedon, donc qui débute, quand vous prenez votre série, qui débute par un double épisode d'1h20, je pense à peu près. Et donc, ça, on va parler sûr, Oui, vas-y, termine. Mais juste, après, bien sûr, quand je dis que les effets spéciaux, etc., donc elle a eu son Emmy pour les effets... on parle des effets de l'époque, hein, évidemment. Vous doutez bien qu'il y a 15 ans, on faisait pas les effets qu'on a aujourd'hui, mais bon, ça vient avec... du moment que c'est pas de l'incrustation 3D moche à la Stargate SG1, la dernière saison avec le dragon, ça passe. Bah, si tu considères que Battlestar, c'est propre... Bon, Battlestar, c'est très propre encore, enfin, ça passe. C'est le même studio, Par contre, Battlestar, il y a beaucoup de choses où ils reprennent souvent beaucoup les mêmes images. Ça, je n'aimais pas trop, mais je comprends que ça coûte cher en production, quoi. Bah, en vrai, vu le niveau de Battlestar, ils ont mis le niveau assez haut quand même déjà de base. Hein, ouais, non, mais ce studio, de toute façon, les gars, ils ont mis la barre très très haut. Ils sont vraiment bons. Bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont décroché des trucs comme Game of Thrones.
On parle, ouais, parce que toi tu voulais un format d'1 heure, donc on va parler. Non, mais t'inquiète pas, On va venir sur le JDR. Ouais, on va venir sur le JDR. Je voulais pas trop non plus. Tu vois, je me suis dit, ouais, la présentation du show, ça va prendre une demi-heure. Et je commence à en parler, et j'ai pas dit le 10e de ce que je voulais dire, parce qu'il y a tellement d'anecdotes, de machin, de trucs. C'est comme lorsqu'on parlait de The Witcher et qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait 1 heure alors qu'on était merde. Ouais. Donc le JDR, il y a eu 2 JDR officiels qui ont été sortis. Donc le premier, il se passe après les événements du film, parce que le film va inclure pas mal d'événements, no spoil, mais qui va changer un peu la phase de ce qu'ils appellent le Je vais remettre la carte. Donc, ouais, d'ailleurs, voilà, tous les illustrations, la carte et je crois 2-3 coupes du vaisseau viennent justement des illustrations du JDR. Donc voilà, très bien. Les gars, ce sont. Si vous, je sais pas, si vous collectionnez, c'est sur une chaîne de JDR, s'il y a des mecs qui, comme moi, collectionnent un peu les boîtes de JDR, si vous avez l'occasion de tomber sur un vendeur qui vous fait la boîte de Firefly, si vous la trouvez sur Amazon ou un truc comme ça, elle est super quali. N'hésitez pas à la prendre si vous la trouvez pas chère. Ne serait-ce que comme objet de collection, c'est super. Bon, après, voilà, il y a une première édition donc post-film, on va dire, donc sur les événements post-film. Et après, ils se sont dit aussi, bon, bah après, les gens étaient aussi fans de la série, autant faire une version qui débute en même temps que la série sur les événements pré-film. Donc il y a 2 versions qui sont sorties. Bon, les règles sont pas forcément. Il n'y a rien de savant, etc. C'est assez simple. On vous propose de créer un vaisseau et de faire et de partir à l'aventure comme les gars font. Vous pouvez faire votre propre système de jeu si ça vous intéresse. Autant vous dire, bon, là, c'est de l'aventure pleine barre. Hein. Joss Whedon, c'est un rôliste. De toute façon, quand tu lis ce qu'il fait, c'est quasiment sûr qu'il a été rôliste à un moment donné et qu'il a été MJ. Tu prends les épisodes, à chaque fois, il y a une mission, il y a machin, il y a un truc, ça se prépare. Enfin, on sent qu'on est dans le jeu de rôle à fond. Et vous pouvez reproduire exactement la même chose. Vous pouvez même vous inspirer des épisodes du truc. Et au pire, en regardant la série, je pense à toi, Envino, si tu regardes la série, toi qui es masteriste du Star Wars, il y a peut-être des idées qui vont devenir. Pourquoi pas? Les petites idées de scénar, hein, parce que là, il y en a à foison avec des trahisons, des machins, des trucs qui sont cool. Bah, je t'avoue que Star Wars, après, franchement, j'ai jamais eu de problème pour trouver des scénars de Star Wars. Ah bah, tu mets. Surtout que bon, sur les 3 quarts du temps, je me contente juste de faire une petite trame et quand les gens la suivent pas, oh les bas les steaks. C'est parce que c'est ce qui se passe dans la saison actuelle, c'est-à-dire que Chouan et les autres, en vrai, l'histoire elle tourne pas du tout comme je pensais, ce qui est bien, c'est agréable. Sauf que bah, je me dis, bon, à quoi ça sert que je fasse un scénario, étant donné que chaque fois ça va mal finir, donc. Ouais, bah ça c'est compréhensible. Qu'est-ce que je voulais dire sur les scénars, il y a des trucs cool, découverte d'une épave dans l'espace, est-ce qu'il y a quelque chose dessus, vous allez y aller faire une petite investigation, un deal qui tourne mal, vous êtes en fuite, de l'infiltration dans une des planètes du centre, vous êtes recherché, enfin, il y a plein de choses à faire, enfin voilà. Le thème, effectivement, ce serait d'être des contrebandiers dessus. Les rôles sont quasiment déjà tous définis, il faut un pilote, il faut un mécano, le capitaine, là, pour le coup, bah, c'est un mec qui est bourré de charisme. La compagnonne, du coup, donc la prostituée, quoi, du coup, mais elle est très, pareil, énormément de charisme, elle sait contrôler les gens, etc. Donc ça, vous pouvez vraiment reprendre quasiment les rôles de la série poste pour poste. Ou alors, en fonction de votre table, de combien vous êtes, vous pouvez aussi prévoir un système qui est pas mal, que moi j'aime bien, qui est assez original, qui est assez frais. Quand vous jouez avec des rôlistes, quand on a un peu marre de toujours faire la même chose, un truc qui est bien, c'est le binôme de personnages. Vous avez les scènes à l'intérieur du vaisseau, vous avez les scènes en dehors du vaisseau, et vous pouvez avoir un personnage pour chaque, quoi. Ouais, vous jouez le pilote, mais en même temps vous jouez le gros bras qui va faire les gunfights à l'extérieur. Vous jouez le mécano, mais en même temps vous êtes le mec qui est chargé des relations, le mec qui est un peu filou. Il y a plein de choses. Vous pouvez faire un petit binôme de personnages qui peut être intéressant. Si vous jouez par exemple à 3-4, ça peut être cool. Et après votre MJ, de toute façon, l'avantage de cet univers, c'est que les règles, elles sont données. Vous connaissez l'univers assez facilement. Il n'y a pas 50 000 choses à appréhender. Il n'y a pas plusieurs races, il n'y a pas plusieurs styles. Voilà, tu vois, c'est ça le problème que j'ai avec Fallout, parce qu'on a... Ouais. On a parlé avec plusieurs... j'ai parlé avec quelques personnes dernièrement, parce que JDR Fallout, on en parle toujours. Ouais. Parce qu'on bosse toujours dessus. Sauf que, pour l'instant, c'est moi qui suis censé le masteriser, quand on en parle. Ouais. Parce que je suis celui qui a le plus de temps pour bosser dessus. Sauf que je ne connais pas suffisamment l'univers pour être capable d'improviser à partir du lore. Ou alors il va vraiment falloir que je bûche comme un taré.
Et encore, je serais même pas sûr de plancher sur le bon truc. C'est pour ça que je flippe un peu de me lancer dans HDR Fallout parce que je vais paniquer complètement dès que je vais lancer. T'as besoin d'un MJ Fallout là? Pas pour l'instant, mais on va voir. Si jamais t'es volontaire, on sera partant. Bah moi je vais avoir un peu plus de dispo bientôt, tu vois, en semaine, donc ouais quoi. Mais, bon bref, peu importe, c'est la parenthèse. Sans quoi, voilà, ce monde, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime pas trop dans Star Wars, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu fans. Il y a ceux qui sont complètement puristes. C'est difficile autour d'une table de ouais, tiens, alors là, faut parler de la race du truc, là, c'est si. Ils attendent. Il y en a qui vont attendre des parties assez simples, d'autres qui vont attendre des trucs plus compliqués. Là, au moins, le monde est suffisamment large pour imaginer ce que vous voulez sans que vous ayez affaire à des puristes qui vous disent ouais, non, mais là, c'est comme ci, là, c'est comme ça, machin. Vous pouvez vraiment faire un truc qui vous plaît. Vous pouvez vous inspirer justement de tout ce que vous avez pu voir dans les Star Wars avec les contrebandiers. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Le jeu, vous avez sur la scénariothèque, à chaque fois je cite la scénariothèque, mais c'est la meilleure référence qu'on ait. Vous avez plein d'aides sur comment constituer le vaisseau, comment les trajets entre les planètes, les machins, les trucs. Je crois qu'il y a 3 scénarios qui sont proposés dessus. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, quand on sait que ça se base uniquement sur une série de 14 épisodes, c'est déjà. Ah bah parce que c'est tellement riche que t'as envie d'en savoir plus, quoi. Mais en plus voilà, c'est original, tu sais, ce côté, tu vois, regarde la carte que tu diffuses, elle est à moitié traduite en chinois, mais c'est parce que justement, tu sais, t'as ce côté melting pot qui est vachement prégnant, tu vois. Ah mais je n'en doute pas, en tout cas il a l'air rigolo, mais le monde a l'air rigolo, je dis pas le contraire. Ouais. Et pour le coup, ouais, si vous avez envie de vous taper des scénarios à base de on est des contrebandiers dans un truc futuriste, mais pas trop, parce que la technologie elle est vraiment centrée sur les planètes du cœur. Si vous avez envie d'être voilà, les bastons de bar qui finissent à coups de chaise cassés dans le dos des mecs, là il y aura ça c'est classique en JDR, les bastons de bar. Voilà, il y aura ce qu'il vous faut, sauf qu'à la fin, au lieu de finir à l'hôpital, vous finissez dans l'infirmerie de votre vaisseau spatial en orbite autour de la planète. Enfin, voilà, c'est ça le truc. Et voilà, franchement les MJ en herbe, n'hésitez pas, c'est très simple à masteriser. Vous pouvez si vous êtes fan de cette période, pareil, Stargate, c'est la même chose, il y a beaucoup de choses à faire en JDR sur Stargate. Vous pouvez vous inspirer de scénarios, de machins, de trucs. Stargate d'ailleurs, qui sera l'un des prochains épisodes de Contes de Monde d'Hiver dans 3 semaines, il me semble, le 23 février. On a Galpin qui viendra présenter avec moi Stargate SG1, puisque j'en suis pas un gros fan aussi. On va dire que ça reste un univers. Enfin, j'ai tellement maté les séries Atlantis et. Universe, en fait, j'ai pas aimé. Enfin, je savais qu'elle est. Quand je l'ai commencé, je savais qu'elle était. Je l'ai vu qu'une fois. Moi, je l'ai vu parce qu'il fallait l'avoir. Tu sais, je voulais avoir tout vu de Stargate. Mais... moi aussi, en fait, j'ai lancé et la série commençait bien. Sauf que, à un moment, j'ai fait ouais. À un moment, j'ai tout vu Stargate, j'ai tout vu, mais c'est vrai que mais ça me frustrait. Atlantis, c'était bien, je trouvais ça bien parce que ça rajoutait quelque chose de tout nouveau. Puis j'aimais bien le casting d'Atlantis. Atlantis, j'ai beaucoup aimé. La fin de Stargate, ça devient quand même lourd, forcément. En fait, dès l'instant où on change d'équipe, dès l'instant où Mitchell arrive, le scénario des Ori pour moi n'a aucun intérêt. Ouais, les Goa'uld encore étaient caricaturaux, t'avais envie de les buter, les Ori ils me sont indifférents. Tu vois, par exemple, Anubis est un véritable méchant pour moi. Et c'est bien. Enfin, Anubis est un méchant charismatique. Tandis que, bon, on va pas mentir. Putain, j'avais le nom sur le bout de la langue. Apophis me fait mourir de rire chaque fois qu'il apparaît. Donc, ça devient tellement cliché, quoi. C'est un running gag, Apophis. Ouais, mais surtout en plus à chaque fois il gagne tout le temps, etc. C'est à un moment donné. Toi, t'es la petite Terre, machin, qui se retrouve en conflit avec le reste de la galaxie, qui gagne tout le temps, qui machin. C'est chiant. Au moins, tu vois, Atlantis, on repart sur des découvertes et des machins. Et ils en chient face aux Wraiths. Ouais, évidemment, il faut bien qu'il y ait un peu de difficulté, mais quand même. Quoi. Ouais, mais les Wraiths encore par rapport aux Goa'uld sont. Il y a plus de logique, je trouve, que pour les Wraiths. Ils ont plus de. Pour moi, c'est logique qu'ils aient par exemple battu les anciens, tu vois, les Wraiths. Ouais. Il y a une logique derrière. Les Goa'uld, des larves qui dominent la galaxie. C'est sûr que ça. Excuse-moi, mais niveau logique. Comment ils sont sortis de leur bassin et comment ils ont attaqué. Mais voilà, c'est complètement ça. Mais c'est what? Mais ça n'a aucun sens, votre machin.
Ouais, je suis d'accord. Enfin bon, bref, c'était une petite parenthèse, mais écoute, j'espère en tout cas que Mais ceux, merci les NJ beaucoup. en herbe ou les gens qui s'intéressent au JDR, vous avez envie. J'ai qui, moi, je sais pas si Veli est encore là, Si, je mais à pense qu'il est encore là, l'occasion, Veli. les gars, ceux qui sont sur le Discord, n'hésitez pas à me contacter. Pourquoi pas faire un one-shot un jour Mais de toute sur façon, Firefly. j'ai déjà dit, là aujourd'hui justement, j'ai mis le message puisque le JDR de Hmm. Chouan, il va pas tarder à se terminer. Donc va y avoir un Ouais, JDR de toute façon qui va prendre, va y avoir un autre MJ qui va prendre le relais après. Pour l'instant, ouais. on sait peut-être Destroy avec du Warhammer, peut-être toi ou peut-être un autre Ok. Bah, j'ai jamais involontaire. masterisé sur ta chaîne, donc ouais, pourquoi pas, parce que je sais que moi j'ai un peu mon style de mastering, donc pour voir des choses un peu différentes, pourquoi Bah pas. c'est pour ça en fait que je demande à d'autres MJ de venir. Bah après moi ce que je ferais, tu vois, je l'ai vu un peu avec la présentation que tu avais fait avec ton pote, comment il s'appelle, Driller, hein, c'est ça? Ouais, Driller, ouais. Ouais. Tu vois, moi je sais par exemple un truc que toi t'aimes pas forcément, et c'est un plan que je voulais te proposer. T'aimes pas du tout, toi, ce qui est en fait sorti des bouquins, quoi. Suivre les règles pour faire un JDR, c'est pas ton truc. Je préfère avoir ma liberté, mais après c'est perso ça Ouais. aussi, c'est... Bah, un truc que je pourrais te proposer à l'occasion, c'est partir sur un truc franchouillard de chez franchouillard, le Nullbuck. Tout est sur Internet, c'est un univers qui plaît. Et te faire créer un personnage vraiment selon les règles, que tu le fasses au moins une fois dans ta vie. Tu Ah dis, mais bah voilà. non mais je l'ai déjà Ensemble. fait, créer un perso Ouais, dans du Warhammer ou truc comme ça selon les règles d'un bouquin. ok, Je bah, l'ai déjà fait et j'ai détesté ça, mais c'est... Après c'est peut-être... non, c'est... J'ai pas aimé ça, mais après rien ne m'empêche de réussir dans un autre truc. Peut-être aussi j'étais pas ouais, dans le bon état d'esprit à ce moment-là. ben, je sais que je suis pas super dispo, mais je peux faire un dungeon crawling un jour sur un Nullbuck où les gens ils se créent un perso, style un perso niveau 2 directement, avec leur opti, leur machin, les trucs comme ils le veulent. On peut se faire un jour un bon petit dungeon crawling, tu vois, hein, c'est tout con, ça se fait en one shot, un dungeon crawling, et ça peut être assez marrant Bah pourquoi pas, puis y a pas de... pour venir présenter sur ta chaîne. Et ça, je sais que les gens à Nullbuck, bah, les gars, ceux qui sont dans le chat, je pense que Nullbuck, voilà, on est tous fans, on adore. Et honnêtement, sur le net, partout où on peut un peu faire de la pub pour Nullbuck, faisons-le, parce qu'il faut rappeler un truc très simple, hein, c'est que là, notre bon Pen of Chaos là, qui nous apporte sa bienveillance et son Nullbuck, il le fait complètement gratuitement, il propose tout en ligne, et ça, c'est assez bon pour être notable. Même s'il vend des trucs derrière à collectionner, au moins il met toutes ses éditions en ligne, et ça, c'est une très 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 bonne chose. Il faut encourager tout ça, quoi. Certes, et on le remercie. Bon, Et on le remercie. ouais. Bon, bah, sur ce, on va s'arrêter là. Merci énormément, Hazard. C'était très intéressant comme présentation. Puis moi, je pense que Et puis, merci à toi. je vais me la mater. Le film aussi, je pense, Au tranquillement. moins, si t'as pas le temps, le film. Et je te dis, vu que tu sais, c'est un peu les trucs à la Marvel actuelle, tu vois, c'est un peu c'est de la SF, mais tu sais, qui plaît aussi aux nanas, etc. Tu peux regarder ça tranquille avec ta femme. En général, ce truc qui Non, mais plaît c'est, à moi, je vais me le mater. Je travaille de matin, donc ça, j'ai mes Ouais. après-midi où je bosse sur les JDR. Je vais me le mettre en fond pendant que je bosse, et puis voilà. Hein. Ok, mais C'est ce que je fais absolument en toujours. VO. Absolument en VO. J'y Tu vas songerai. passer tu vas passer à côté des blagues. Ok. Sur ce, merci beaucoup Hazard, merci à tous ceux qui ont regardé. Le replay sera sur YouTube d'ici demain ou après-demain, selon si j'ai la flemme ou pas de l'uploader. Ça peut arriver. Bon, normalement, j'étais censé jouer avec Chouan, Destroy et Veli demain, mais on n'a pas de nouvelles de Chouan. Aïe. Donc, je ne sais pas. Veli, si t'en as, t'hésites pas à me les dire, parce que là pour l'instant j'en ai aucune, et apparemment il joue avec Pépé demain, donc j'ai pas d'infos supplémentaires. Alors, Autre... Veli qui va louper 2 sessions de JDR en une semaine, hein, parce que samedi on n'a pas pu jouer. Le pauvre Veli. Autrement, bah, vendredi soir, c'est peut-être la fin de la première saison de Star Wars et la saison 2 qui arrive qui arrive le 5 mars, donc dans un mois. T'inquiète pas, Véli, on va tanner Chouan. C'est soit demain, soit jeudi. On va se démerder pour qu'il se bouge le cul. Bon, et puis bah sur ce, merci d'avoir regardé. Salut tout le monde. Ciao, ciao.